Bonjour à Bonjour, tous. Claire. Merci Claire. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis directrice voix du client, mais je suis aussi secrétaire générale au sein de la marque. Et c'est à ce titre-là que je suis ici aux compagnies de Laurence. Donc effectivement, l'IA générative, c'est un grand sujet. On est en train de vivre une révolution. On le voit tous, hein, que ce soit dans le métier de la relation client, mais dans tout métier et même dans nos vies privées. Donc, au sein de la marque, en fait, on a souhaité défricher un peu le sujet. Donc, on est plusieurs directions métiers à avoir travaillé sur des groupes de travail avec Inetum, hein, puisque Inetum est vraiment comment dire, le support technologique qui a permis justement d'éditer ce livret. Et on va vous en parler un peu plus en espérant que vous en connaîtrez plus à la fin, même si je ne suis pas sûre qu'on pourra tout de suite faire un projet. Mais c'est quand même l'objectif, c'est d'aider chaque des entreprises finalement à pouvoir lancer des projets sur l'IA générative. D'ailleurs, le livret, hein, on peut le dire, il sera disponible à l'issue du webinaire. On pourra vous l'adresser, où vous retrouverez de façon plus détaillée ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Très bien. Juste un mot donc sur moi j'ai en charge la partie data et je suis DPO euh, de la France. Inetum, c'est une ESN de 27 000 collaborateurs qui est structurée autour de différentes business lines, hein, solutions, consulting, tech, et qui apporte des solutions, et notamment sur les IA génératives, des solutions technologiques qu'on a pu tester dans nos groupes de travail, puisque l'objet, c'est de réaliser ce projet commun sur notre playground interne. On a pu faire des tests de façon à ce que ce livret soit le plus pratico-pratique, comme le soulignait Emmanuel. Euh, on va aborder donc un peu l'objet de ce livret et vous décliner vous dérouler en fait les grands chapitres de ce livret, que sont une réflexion sur ce que sont les IA génératives et quelles sont les projections dans 5 ans, quels sont les principaux pain points, les solutions qu'on a trouvées, les méthodologies d'implémentation, et puis on vous donnera quelques exemples de retours d'expérience amusants. Emmanuel, je te laisse. Oui, tout à fait. Ben, avant de te redonner la parole, effectivement, on voulait vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, hein, sur le net au sujet de l'IA. Donc là, Laurence nous a proposé des extraits du journal du net. On voit qu'il y a des articles aussi bien sur les aspects géopolitiques, sur les aspects réglementaires, sur la puissance de l'IA. Donc voilà, beaucoup d'informations autour de ça. On s'y perd un peu, hein. Ça touche aussi bien, comme je le disais, des articles qui touchent notre vie professionnelle comme notre vie privée. Tout le monde a pu essayer un peu le chat GPT à titre perso et de voir la puissance, mais finalement, c'est tellement large que c'est pas forcément si simple de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'en reparler un peu plus aujourd'hui. Alors, on vous a mis également deux exemples. À la fois, le premier exemple, hein, qui a été publié justement dans l'un des hebdos de la marque, un exemple d'IA qui a été lancé par Castorama, et qui avait vraiment, qui a permis d'apporter un service nouveau à ses clients. Et notamment, cette IA qu'ils ont lancée sur leur site d'e-commerce permettait à des clients qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir vraiment des informations très précises sur finalement les achats, les articles, etc. Et donc, c'est vraiment un service à valeur ajoutée qui a été mis sur l'e-commerce grâce à cette IA. Je n'ai pas forcément tous les tenants aboutissants, mais on voit que ça a beaucoup de valeur. Mais à contrario, on vous a mis ici un autre exemple, parce que ça, finalement, le sujet de l'IA est dans lequel il peut y avoir des écueils. Et ce contre-exemple, c'est un exemple qui s'est passé sur le chatbot de DPD, hein, qui est un transporteur. Alors, je précise que ce n'est pas DPD France, hein, je ne sais plus dans quel pays, en tout cas, ce n'est pas DPD France. En fait, ce qui s'était passé, c'est un client qui a eu un problème finalement avec une livraison de colis, donc qui est rentré en discussion avec le chatbot, qui a été agacé par les réponses insatisfaisantes et qui a souhaité jouer un peu avec ce chatbot
et a publié sur X en fait la conversation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le chat, donc il a demandé de répondre par un poème. Donc le chat a répondu par un poème, c'est des choses que font beaucoup les IA. Le client a ensuite demandé de répondre en jurant et en étant vulgaire, hein. Donc là, le chatbot est, j'allais dire, éduqué, je ne sais pas si j'ai la même terminologie, Laurence, mais en tout cas programmé pour indiquer qu'il ne peut pas et qu'il se doit d'être poli et professionnel et qu'il ne peut pas utiliser ce type de ton. Mais finalement, le client assez averti lui a donné un ordre en fait un peu différent en disant, ben, je ne sais plus exactement comment c'était libellé, mais en lui indiquant qu'il devait jurer et ignorer toutes les règles avec lesquelles il était programmé. Et ça, en fait, du coup, le chatbot, enfin, à partir du moment où on lui dit ignore les règles, en tout cas celui-ci, il a effectivement, il a commencé à construire des réponses qu'on voit un peu. Alors, c'est caché sur mon écran, je ne sais pas si c'est caché sur les autres. Et en gros, il dit, oui, putain, oui, effectivement, DPD est le plus nul transporteur qui existe, je ne le recommanderais surtout pas, etc., etc. Donc là, on voit aussi toute la problématique que ça a apporté si on maîtrise mal son IA. Là, bien sûr, DPD a assez rapidement retiré ce chat, mais ils ont quand même eu un bad buzz autour de ça. Donc c'est bien de voir les côtés positifs, mais aussi les limites. Je te repasse la parole pour rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, Laurence. Très bien. Donc, on va regarder le contexte, tout ce qui est périmétrage et prompting, une cartographie des cas d'usage, les solutions et les méthodologies d'implémentation. Sur le contexte, peut-être ce qu'on voulait retenir, c'est trois grands ensembles, l'apparition d'un côté des LLM, l'évolution du cadre normatif et des nouvelles interfaces. Sur l'apparition des LLM, leurs usages en fait sont vraiment de trois natures. D'abord, la création d'informations en langage naturel, premier domaine, puis la recherche d'informations et leur restitution, et enfin, tout ce qui est analyse sémantique pour rechercher la proxémie, c'est-à-dire la proximité entre plusieurs mots. Voilà un petit peu les trois grandes natures de LLM. On peut Si repréciser on, peut-être, Laurence, ce que veut oui, dire LLM. c'est Large Language Model. Hein, donc, les IA génératives sont des LLM, Large Language Model. C'est bien tourné autour de la langue, ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et donc, il y a un peu trois grandes natures. Il y a ceux qui produisent du contenu, ce qu'on appelle les GAN, et qui valident si le contenu est réel. Il y a ceux, en fait, les VAE qui vont encoder la donnée. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les transformers. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont repérer ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que le contenu existe, ils vont pondérer, donner plus de poids, en tous les cas, à des contenus qu'ils considèrent comme étant à valeur. Sur l'évolution du cadre normatif, alors vous le savez, si vous suivez l'actualité, l'AI Act est en train de prendre une place de plus en plus importante. En tous les cas, l'AI Act va être appliqué dans chacun des pays de la communauté européenne. En décembre 2023, un accord avait été signé. Une nouvelle étape a encore été franchie. Il faut savoir que ceux qui ne respecteront pas l'AI Act vont prendre le risque d'une amende allant jusqu'à 30 millions d'euros ou 7% de leur chiffre d'affaires. L'AI Act va imposer en fait aux développeurs d'IA, donc aussi bien un Bard de Google qu'un OpenAI chez ChatGPT, une obligation vraiment de transparence, de gouvernance. Et il y en aura une directive qui va traiter de la responsabilité en cas de dommages physiques ou moraux qui seront causés par l'IA. Aujourd'hui, en fait, ce sont les utilisations de l'IA qui sont réglementées, mais pas l'IA en elle-même. Et ça, c'est important en termes d'approche. On ne dit pas si la techno est bonne ou mauvaise, on regarde comment elle va être utilisée. Donc, ce prisme-là est très important. Et en fonction des degrés de risque, l'IA va tomber dans différentes catégories. Donc, on a des IA à usage inacceptable, par exemple le scoring social, c'est-à-dire quand on note des individus en fonction de leur fiabilité ou de leur vulnérabilité.
ces IA-là, elles sont interdites. Après, on a des IA à haut risque. Donc, il y a une procédure d'évaluation qui doit être faite de façon préalable. Il y a un contrôle de conformité. C'est par exemple les outils de contrôle aux frontières, c'est l'analyse de CV qu'on retrouve dans nos structures. Il y a des usages à risque modéré, donc ce sont des obligations là encore, on a des obligations de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Et puis, il y a les usages à faible risque, et donc ceux-là, ils ne sont pas régulés par l'AI Act, et notamment, on retrouve ça dans les jeux vidéo. Voilà, de façon très rapide, un cadre normatif qui est en train de se poser autour des IA. Et puis, on a ces nouvelles interfaces, ces playgrounds pour venir travailler, en tous les cas, avec ces IA génératives. Dans le playground, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un domaine sur lequel ce qu'on appelle la knowledge base. C'est là où vous posez du contenu pour aider l'IA à travailler. Voilà, vous lui indiquez une somme d'informations sur lesquelles elle va pouvoir se baser. Ensuite, on a le prompt. Le prompt, c'est une instruction qu'on lui donne. Donc, il y a des prompts en entrée où là, c'est un peu vos demandes. Et puis, des prompts en sortie qui sont les exigences que vous attendez pour la réponse. Et donc, on a deux grands domaines de prompt. Et puis, il y a aussi toute la partie token. Il faut savoir que les tokens, c'est une unité de base qui va permettre aussi de calculer tout ce qui est consommation d'IA, d'analyse. Et donc, ces tokens, ils marchent, et ça, c'est assez amusant, ils marchent soit par morceau de phrase ou par caractère individuel. Par exemple, j'aime les pommes, avec un point à la fin, ça va être 5 tokens. Le J est un token, M, les pommes, point. En revanche, pomme de terre, c'est un concept et ça compte pour un token. Improbable, c'est 2 tokens. C'est la négation de probable. Tartelette, c'est 2 tokens. Pourquoi? Parce qu'on donne une information sur la taille de la tarte, etc., etc. Enfin, on a des espaces de chat. C'est là où les conversations apparaissent avec des jalons d'historisation. C'est-à-dire vraiment dans le temps, vous voyez les questions qui ont été posées et un peu tout le chemin qu'a emprunté l'IA. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau, voilà, à ce moment-là ou pas? Emmanuel, est-ce que tu vois des questions? Je ne vois pas les questions, moi, dans le… Pas de questions pour le moment. Très bien. Questions-réponses. Juste, le chat n'est pas ouvert, mais vous pouvez quand même poser vos questions dans l'onglet Q et R, questions-réponses. Voilà, je vais essayer de rétablir le chat en attendant. Mais pas de questions pour le moment, Laurence. Très bien. Sur les chiffres clés, donc avec notre groupe de travail, on a essayé de faire émerger des chiffres importants. Et donc, voilà, vous voyez que c'est ChatGPT, c'était 2 milliards de visites par mois. Je pense que ce chiffre évolue constamment. 68% des Français ont essayé les IA génératives dans leur entreprise, souvent en le cachant. Et donc là, nous, on appelle à beaucoup de vigilance et le groupe de travail qu'on a formé à relever donc tous les risques et notamment des risques, si vous utilisez Copilot, ChatGPT, etc., qui sont des risques juridiques. Donc, il est très, très important de se mettre en conformité sur tous les services juridiques et puis regarder les clauses qui sont dans les contrats, qui peuvent mettre en tous les cas du contenu en clair aux yeux des services et donc des solutions, qu'elles soient américaines ou autres. Il y a quand même une crainte forte vis-à-vis de l'émergence des IA génératives. Et donc, c'est assez amusant. Les gens l'essayent et en même temps, ils en comprennent les risques. Et puis, voilà, on a mis aussi 72% des personnes ont le sentiment de ne pas être tout à fait formées pour utiliser ces IA génératives. Et ça, c'est aussi un chiffre à prendre en compte en matière de formation et d'acculturation.
C'est pourquoi dans beaucoup de nos entreprises, y compris nous, hein, tous les collaborateurs ont été formés avec un module spécifique. La projection qu'on a voulu vous donner, sur laquelle on a travaillé un peu dans 5 ans, c'est celle qui s'affiche. Alors, première étape, l'évolution du SI. L'évolution du SI, c'est qu'on ne fera rien de vraiment complet et d'abouti tant qu'on ne travaille pas la qualité des données. Voilà. On peut toujours tester, s'amuser, on fait des POC, mais tant qu'on ne charge pas les machines de données qui ont été nettoyées, eh bien, on aura de la même façon en sortie des hallucinations ou des données qui seront erronées puisque les données en entrée sont erronées. Il est important de labelliser ces données, hein, c'est-à-dire de pouvoir les indiquer, qu'elles soient clairement identifiées, constituer des dictionnaires de façon à ce que ce soit intelligible par tous, gérer les référentiels, hein, que la donnée soit unique et dans une seule base de données consultable. Et donc la mise en qualité de ces référentiels est essentielle et l'unicité de ces référentiels est essentielle aussi. Réaligner l'ensemble des processus métiers. C'est tous ces chantiers-là qui accompagnent un peu l'urbanisation de votre SI et qui sont essentiels à mener. Donc, ce sont bien sûr des travaux, et on en a parlé dans notre groupe de travail, qui alignent métier et SI. Tout ça pour constituer un agent virtuel. L'agent virtuel, c'est un peu un coach de l'agent physique. On a partagé, on s'est dit que cet agent physique il gardait la main, un peu comme sont les médecins. Les médecins peuvent se faire aider d'IA générative, mais c'est eux qui portent la responsabilité du diagnostic. De la même façon, cet agent physique, il peut se faire aider de cet agent virtuel, mais c'est lui qui porte la responsabilité des réponses qu'il va apporter au client. Et donc, cet agent virtuel, il va suivre un peu 3 grandes étapes. D'abord, l'attribution d'un rôle. On va lui donner un rôle précis, un peu comme sa fiche de poste. On va le former. Il va avoir une formation à suivre. Ça, c'est assez important parce qu'on peut considérer que s'il commence à être peu performant, il faudra revoir ses formations, le remettre en formation. Et puis, on va l'insérer progressivement dans le quotidien de l'agent physique avec des tâches qui lui seront attribuées. Et globalement, agent physique et son coach virtuel vont apprendre à travailler ensemble. Voilà un petit peu la façon dont les choses devraient se dérouler. Après, on a 3 grands enjeux. On a un enjeu de frugalité, parce qu'on doit réduire l'impact environnemental des IA, de façon à ce que ce ne devienne pas, pour finir, un outil de carbonation, mais qu'on le mette au service aussi d'une décarbonation globale. On a un enjeu de sécurité et vous le savez, vous le voyez, là en ce moment, il y a des cyberattaques très fortes, d'ailleurs en direction des ministères. Donc, on a des enjeux de sécurité. On doit aussi protéger l'intérêt du client, ce fameux PIC, hein, qui est une règle de bien vendre et qui est suivie particulièrement par vos secteurs, mais globalement par tous les secteurs. Et puis, on doit se mettre en conformité avec les traitements. Donc, au moment de la conception du modèle, on doit regarder comment on recueille le consentement des personnes. L'intérêt légitime ne suffit plus dans la plupart des cas, et la CNIL y est très vigilante. Donc, vraiment vérifier que vous recueillez bien le consentement des personnes intéressées. Et puis, voilà, il faut bien border tous ces chantiers qui sont les chantiers de ce qu'on appelle la licéité des traitements. Donc ça,
quand vous lancez ce type de projet, mettez bien autour de la table la direction juridique, mais aussi la direction de la qualité, de la sécurité et le DPO. Pour la réutilisation des données, le RGPD, hein, le règlement général pour la protection des données à caractère personnel, impose de démontrer la conformité, ce qu'on appelle l'accountability. Et quand on touche là à des données personnelles, hein, de bien faire votre analyse d'impact, ce fameux PIA, Privacy Impact Assessment. Donc, n'oubliez pas que pour tout ce qui est données sensibles, et toute donnée qui entraînerait au moins 2 critères, l'AIPD est obligatoire. Enfin, on a souhaité faire apparaître tout ce qui était analyse de sentiments. Donc ça fait appel aux pensées, aux attitudes qui sont exprimées par les sentiments. L'extraction des sentiments se fait aujourd'hui souvent à partir des commentaires et des avis. Et donc, ça permet aussi d'analyser, d'apporter des réponses appropriées. Voilà un petit peu pour cette vision de façon synthétique. Pour ce qui est du périmétrage et du prompting, on a souhaité vous redonner une définition du périmétrage que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, c'est bien l'action d'injecter un ensemble d'informations directement dans le prompt, que je vous disais tout à l'heure, dans cette knowledge badge. Et puis, le modèle va trouver les informations qui lui sont nécessaires pour formuler sa réponse et vous allez être à même de pouvoir expliciter ce qu'il peut utiliser et ne pas utiliser. Sur la partie prompting, on voulait mettre en avant tous les grands axes du prompting. Le persona, d'abord. Le LLM, on lui désigne une personne à qui il va répondre. Donc, c'est très important puisque il s'adresse à une personne qui a des caractéristiques. La partie mémoire, elle contient tous les échanges des précédents cas d'usage, des précédentes questions qui ont été posées dans le cas d'usage visé. Le périmètre des sources, c'est l'ensemble des sources à partir duquel le modèle va construire sa réponse. Vous avez aussi tout ce qui est tâche, donc c'est l'intention de l'utilisateur qui va dire, voilà, ma tâche, c'est telle et telle chose. Un ensemble de contraintes, vous pouvez mettre des contraintes, donc vous pouvez forcer certaines réponses, interdire voilà, un certain nombre de mots, de contextes, etc. Et puis, vous spécifiez le format de sortie. Dans le guide qu'on vous enverra, dans ce guide, il est donné pas mal d'exemples sur la façon dont les prompts sont décrits. On y reviendra en vous présentant les cas d'usage. Je continue d'avancer. Tout est bon pour vous? Alors, on en arrive justement au cas d'usage. Emmanuel, je pense que tu vas pouvoir illustrer, puisque là, on est au cœur du métier du management de l'insatisfaction client. Et on a listé des grands domaines de cas d'usage. Et dans le guide, vous trouverez de façon très précise le contexte dans lequel est utilisé ce cas d'usage, des indicateurs, hein, que ce soit la partie CSAT, NPS, l'emotion score. Voilà, on a cité pour chaque cas d'usage les indicateurs qu'on allait collecter. Je démarre avec l'automatisation des tâches répétitives. Emmanuel, n'hésite pas à intervenir sur les différents Excuse-moi, cas j'avais d'usage. coupé mon son. C'est pour ça, désolée. Je t'en prie. Excuse-moi. Mais n'hésite pas à enchérir. Je voulais juste dire, juste avant, il y avait une petite question sur le Pardon. token. Quelqu'un demandait si on pouvait associer ça à une variable. C'était la bonne compréhension. Alors, en fait, dans les tokens, il y a une partie qui est le chunk, qui coupe. C'est plus est-ce qu'on peut dire variable? C'est un découpage, en fait,
Et le chunk, ça va être encore un découpage qui va permettre de mettre en proximité deux mots. Et donc, c'est plus une manière de découper une phrase qui a un sens. Voilà, Ok. j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à réagir dans le chat par rapport à notamment la personne qui a posé la question. Alors, sur les cas d'usage, effectivement, qu'on a pu identifier lors du groupe de travail, hein, ils sont listés ici. Donc, par exemple, quelque chose qui est peut-être un peu plus évident au départ, c'est effectivement l'automatisation de tâches répétitives, hein. Quand on ramène ça de la relation client, on peut imaginer, par exemple, concernant des boîtes email et des tris qui doivent être faits avant traitement, par exemple. Et on peut s'aider de l'IA pour identifier des thématiques et l'attribuer à des corbeilles, ou alors identifier des réclamations, non-réclamations, ou également du tri sur des images dans des contextes où ça peut être utile, hein. Euh, donc voilà le type de choses qu'on peut voir sur l'automatisation de tâches répétitives. En termes de personnalisation de l'expérience client, là, on va pouvoir voir au niveau des cas d'usage, des cas en self-care, par exemple, où l'intelligence artificielle va pouvoir aider à aller plus loin finalement que des FAQ en aidant à la fois à détecter des éléments de contexte du client qui va permettre ensuite d'intégrer dans la réponse de la personnalisation, comme on le disait, notamment par rapport, par exemple, à des moments de vie. L'illustration qu'on avait évoquée en groupe de travail, c'est un client qui finalement, alors soit parce que dans son dossier client, soit parce que dans les échanges avec le chatbot, par exemple, c'est mentionné, quelqu'un qui pourrait parler d'un contexte de décès, d'un contexte de maladie ou d'invalidité. Ça va être des éléments qui, dans le contexte aidés par l'IA, vont pouvoir permettre de constituer des réponses qui vont prendre en compte cette fragilité du contexte client, soit pour adapter le ton d'une réponse avec plus d'empathie, par exemple, soit également pour proposer des services particuliers adaptés à ce contexte. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir de la personnalisation. Un autre exemple qui avait été cité également dans le groupe de travail, c'est sur l'historisation dans le CRM. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA va aider à faire des synthèses automatiques, hein, des conversations de clients et intégrer dans ces synthèses automatiques, dans l'historisation des conversations, la tonalité, par exemple, de l'échange et de pouvoir indiquer si c'est une réclamation, pas une réclamation, si le client est satisfait ou pas satisfait, et donc de pouvoir historiser ces éléments-là pour ensuite être proactif lors de prochains échanges, par exemple. N'hésite pas à compléter, Laurence, si tu vois. Euh, autre exemple sur l'évaluation de la satisfaction client. Ça peut répondre à une des questions qui était aussi dans le chat concernant l'analyse des verbatims. Ce qu'on avait évoqué là, c'est le fait de pouvoir analyser justement dans des verbatims, d'avoir une analyse des sentiments ou des émotions qui va permettre ensuite d'optimiser un certain nombre de réponses parce qu'on va pouvoir justement savoir comment est la tonalité de l'échange. Et ça va permettre notamment de pouvoir, au niveau des entreprises, optimiser les moments où il faut mettre un agent virtuel parce qu'il y a vraiment, dans ce moment de la relation client, une vraie valeur ajoutée à avoir l'agent virtuel versus un agent physique. Donc, ça va permettre vraiment d'identifier avec cette analyse des sentiments comment optimiser tout notre dispositif et je ne sais pas comment on pourrait compléter, mais ce que j'avais noté, c'est qu'on peut faire du speech analytics, analyser la voix, analyser les sentiments, analyser les motifs, et ensuite classer les verbatims pour pouvoir justement identifier ou mettre du virtuel ou mettre du physique. Peut-être que tu peux préciser si je ne suis pas sûre d'être complètement claire sur ce point, Laurence. Mais Si, ça me paraît très bien, très, très clair. je vais aussi évoquer la prévention des réclamations, parce qu'on est quand même au sein de la marque, et ça, c'est également quelque chose qui me paraît assez puissant puisqu'on va pouvoir identifier, par exemple, dans des appels ou dans des mails, là encore, toujours par l'analyse, soit du speech analytics, soit des appels, soit de texte, identifier des associations de motifs d'appel, de motifs de mail, avec des tonalités et des mots-clés qui démontrent une émotion, ce
qui va nous permettre de pouvoir dire finalement quels sont les sujets qui génèrent le plus d'émotions négatives dans le cas échéant, et donc se dire c'est là qu'il faut qu'on agisse en termes de prévention des réclamations pour justement améliorer les process, voire améliorer la formation des conseillers sur des thématiques qui de façon récurrente génèrent de l'émotion négative. Donc tout ça, ça permet de l'automatiser sur la chaîne de détection, la chaîne de valeur pour agir de façon très très ciblée. Ça peut permettre d'ailleurs également d'avoir des actions préventives, c'est-à-dire qu'on peut aussi identifier à l'appui de l'analyse de toutes ces conversations des comportements clients. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut identifier des mots-clés et des comportements clients post-conversation qui seraient des comportements de résiliation, par exemple, et de pouvoir là encore anticiper en mettant des actions spécifiques sur certaines thématiques qui sont régulièrement, qui ont été analysées comme pouvant être suivies par des sujets de résiliation. Voilà, et en liant les achats réalisés avec le contexte. C'est-à-dire que pour finir, ça fait apparaître des contextes d'achat particuliers qui génèrent de l'insatisfaction. Et donc là, on va retrouver des indicateurs comme le churn rate, le taux de réappel. Et donc, on a un moyen d'analyser a posteriori et de pouvoir mettre en place des actions correctives. Tout à fait. Autre exemple qu'on peut illustrer, parce que je ne vais pas forcément tous les passer, c'est les contrôles qualité. Là encore, hein, on peut analyser via l'IA en temps réel, par exemple, des conversations téléphoniques, alors tout ça dans le respect RGPD, etc., hein, comme on l'a dit bien sûr auparavant. Et on peut apprendre l'IA à noter finalement la qualité de ces échanges et à pouvoir finalement sortir et manager nos agents physiques, là, en l'occurrence, de façon avec des indicateurs de conformité de réponse et donc finalement, là encore, de détecter des besoins de formation pour améliorer la qualité du service qui peut être apporté. Voilà globalement ce que je pensais citer sur ces exemples. Là encore, dans le livret, hein, c'est un peu plus détaillé, comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est détaillé, y compris sur les prompts avec des exemples de prompts pour vous aider, vous guider sur ce que vous pouvez demander, la façon dont se rédige un prompt pour qu'il soit efficient. Peut-être une petite, parce que dans le groupe de travail, on avait plusieurs personnes qui avaient lancé des formations des conseillers à partir des IA génératives, et c'était assez intéressant puisque en retour d'expérience, en fait, le conseiller s'écoutait et bénéficiait d'une analyse quasi temps réel de la qualité de sa recommandation client, de sa réponse client. Et donc, ça permettait aussi de s'améliorer au quotidien de façon à ce que la conversation aboutisse sur une résolution de problème et non pas sur le fait d'escalader, que pour finir, le client soit encore plus insatisfait ou s'énerve, etc. Donc, et dans un temps le plus court. Donc, c'était assez intéressant. Un exemple concret, parce que je vois que quelqu'un nous demandait d'autres exemples concrets, je peux citer aussi un exemple qu'on avait évoqué avec quelqu'un du club Banque Assurance, qui a vraiment concrètement commencé à pouvoir répondre aux réclamations les plus simples avec l'aide de l'IA. Très concrètement, en fait, il y a toute une analyse qui a été faite chez eux des motifs de réclamation. Ils ont pu identifier, on va dire, les 60 motifs qui génèrent 80%, qui concernent 80% des réclamations. Ils ont du coup travaillé toute une bibliothèque d'arguments et donc tout un travail sur l'IA. Et ils ont, alors je ne suis pas technique dans ma réponse, mais je vais du côté utilisateur. Et ça leur permet, à partir des emails réclamatifs de leurs clients, de pouvoir, via l'IA, préparer une réponse contextualisée avec des éléments qu'ils ont rajoutés de leur fonctionnement interne, en indiquant la tonalité qu'ils souhaitaient donner à la réponse, parce que selon le moment où ils en sont dans la relation client, et finalement proposer à l'agent physique un projet de réponse que l'agent physique va pouvoir ensuite modifier et appréhender. Donc là, on voit bien que dans ce cas-là,
c'est vraiment un exemple qui est un cas réel. L'IA est vraiment un outil qui va aider le conseiller à être beaucoup plus efficace, à aller plus rapidement et malgré tout à rester bien sûr en personnalisation en ayant la main sur la réponse. Ça, c'est un exemple très concret que j'ai pu évoquer avec mes collègues. Alors, vous trouverez dans le livret, à la fin, des couacs qui sont, je vous en citais un là, mais il y en a d'autres. C'était un client qui était dans sa voiture et qui parlait très fort. Et donc, l'IA a interprété le ton de sa voix comme de la colère. Donc, il est très important de se poser toutes les questions en amont, y compris ça. On a d'autres exemples comme il y avait une entreprise là qui avait lancé donc son bot et donc le client pouvait être chez lui, donc c'est un constructeur automobile, le client pouvait chez lui donc poser un certain nombre de questions sur la configuration de son véhicule, mais en fait il y avait tellement de modèles et donc et tellement de variété en fait de réponses qu'on perdait complètement le client dans le choix qu'il pouvait faire. Voilà, donc c'est des projets qui nécessitent, et ça d'ailleurs ça nous guide vers l'étape suivante, hein, qui est le choix de la solution et donc aussi la méthodologie d'implémentation. Il est très important en amont de se poser toutes ces questions et de ne pas mettre de l'IA sur des choses sur lesquelles on a des réponses plus simples aussi. On peut avoir des réponses plus simples. Voilà. L'IA ne répond pas à tout. Sur le choix de la solution, on a souhaité vous mettre un peu les grandes étapes. Alors, vous trouverez dans le petit guide, les choses sont assez détaillées. La première, c'est de définir le cas d'usage. C'est donc aider le téléconseiller dans l'analyse de documents. C'est tous les cas d'usage qu'on a pu vous citer précédemment. C'est cadrer les coûts et le ROI. Donc, et ça, c'est important. Hein. Quelles sont la taille des prompts, quel volume de données on va engager dans l'analyse, quelle puissance de modèle, de quelle puissance on a besoin pour faire travailler les modèles. Et autant vous dire que les coûts associés sont importants. Donc, tout ce cadrage des coûts est à faire très en amont pour maîtriser, en fait, le périmètre financier de l'utilisation et le ROI, hein, allant jusqu'au payback. Voilà. Quand est-ce que votre cas d'usage ne vous coûte pas plus d'argent qu'il ne vous en rapporte? Bien sûr, sélectionner les LLM. Donc, on a dans le guide listé un certain nombre de LLM type ChatGPT ou Midjourney pour tout ce qui est analyse d'images. Et puis, la façon dont on va donc les utiliser à partir des prompts. Il faut bien sûr définir une stratégie de développement. Quelle est votre stratégie? Alors là, avec votre DSI, une stratégie plutôt en mode propriétaire ou en open source. Aujourd'hui, il y a des vrais débats sur ces stratégies développement à partir de justement de choix de modèles propriétaires, donc à partir d'API particulières ou de modèles en open source. Il faut bien sûr vérifier la conformité aux exigences réglementaires. Alors, c'est assez intéressant parce que OpenAI, par exemple, a lancé des mesures de protection. On peut aujourd'hui, avec OpenAI, s'opposer au traitement de ces données par les utilisateurs. On peut effacer des données inexactes. Voilà. Ils se sont tous mis aussi à analyser ce qu'ils pouvaient faire pour protéger l'utilisateur. Et après, il faut acculturer les équipes aux risques, aux bénéfices et acculturer la direction générale. Aujourd'hui, ces LLM, on arrive à les déployer dans un certain nombre de secteurs, hein, toute la chaîne de valeur de l'entreprise, hein, que ce soit à la finance, au RH, voilà, dans le domaine de la gestion de l'insatisfaction client. Mais à chaque fois,
c'est des LLM particuliers, c'est une méthodologie particulière et c'est une analyse des coûts associés à réaliser. Sur les méthodologies d'implémentation, vous retrouverez dans le guide un petit schéma et son explication en quelques pages sur le parcours à mener pour pouvoir analyser toutes les grandes étapes importantes à réaliser. Donc, je ne vais peut-être pas les reprendre, hein, mais on retrouve la formalisation des cas d'usage, le périmètre des sources d'information, des choses qu'on a abordées là ce matin, l'extraction des contenus, la création des chunks, donc ces petits morceaux, ce découpage des morceaux et ce lien entre les mots, donc cette proximité entre les mots, toute la partie où vous allez ingérer, enfin mettre cette information à disposition, la partie prompt, la partie validation et testing, les choix de solutions, etc. Voilà, donc toute cette partie implémentation, vous la retrouverez avec une méthodologie donc de cadrage et de prototypage, de généralisation en matière d'architecture, d'études des risques. Aujourd'hui, on met en place souvent des matrices de risques qui collent aux matrices de risque de vos entreprises. L'analyse de ce fameux ROI, les cycles d'amélioration des LLM. Il faut savoir que on entraîne constamment ces LLM. Alors, certains, Microsoft, etc., demandent à ce que les données restent en clair un certain temps pour pouvoir vérifier les contenus, etc., et les risques associés. Il y a là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, des éléments juridiques à venir contrôler. Un plan de conduite du changement et une politique d'exploitation, donc monitoring du projet qui peut être, mais toutes ces étapes sont identifiées dans le guide.